Ça fait des mois, que dis-je, des années qu'il m'en parle. Selon lui, c'est même l'accessoire tech le plus indispensable de sa maison. C'est le NAS d'Anthony. Et c'est la bonne occasion pour vous expliquer qu'est-ce qu'est un NAS et les avantages de ce produit. Et il est incroyable mon NAS. Alors on a préparé nos petites ardoises. Attention, on commence déjà. Je t'ai posé une question, c'est qu'est-ce qu'un NAS, à quoi ça sert? Alors révélation. Anto, c'est quoi le premier point que t'as mis, toi? Bah du coup, stockage en réseau, parce qu'au final, un NAS, c'est quoi? Bah c'est un petit boîtier qui contient plusieurs disques durs, plus ou moins le nombre de bays, il va être plus ou moins grand, et en fait, ces disques durs-là, ils vont être accessibles sur tous les périphériques de ta maison. Donc aussi bien ton téléphone, que tous les PC de ta maison, que ta télé, etc. Donc en fait, tu peux accéder à tous les fichiers que tu mets dedans. Tu vois, ça me renvoie direct à ce truc-là. Est-ce que c'est pas un caprice de tech? Est-ce que... toi, tu y trouves vraiment quelque chose d'indispensable à ton quotidien? Bah oui, parce qu'en final, ça simplifie énormément de choses et ça fait aussi gagner énormément de temps quand on pense à tous les transferts, que ça soit d'un PC à un autre, que ça soit regarder des vidéos sur une télé, puis en haut, etc. Si tu devais brancher ta clé USB sur ta télé, puis aller derrière, il suffit que tu aies branché ta télé sur un mur et bonne chance pour aller chercher ta clé USB derrière. Il y a plein d'intérêts. Moi, ça me sert globalement à sauvegarder mes données et même les sécuriser parce qu'il y a plusieurs systèmes de sauvegarde. Ça me permet aussi d'accéder à tous mes fichiers à distance. Donc potentiellement commencer un projet au travail, le finir à la maison, etc. Mes photos et mes vidéos sont accessibles absolument partout, que ça soit en dehors de la maison ou à la maison. Mais alors du coup, ma question, je l'ai écrite. Est-ce que la fibre est obligatoire pour avoir un NAS chez soi? La fibre n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée quand même, quoi. Ouais. Parce que, alors au niveau du réseau local, si on prend des switches 10 gigabits, etc., bah, on peut avoir les meilleurs débits et profiter à fond de son NAS en étant à la maison, c'est-à-dire que nos périphériques, que ce soit en Wi-Fi ou en Ethernet, vont avoir les meilleurs débits. Par contre, c'est sûr que dès qu'on va sortir de la maison, on va dépendre de notre upload, forcément. Alors pour des photos, etc., ça devrait pas poser de problème. Pour des vidéos, ça risque déjà d'être plus compliqué, et après, si c'est pour télécharger des fichiers Word ou etc., ça posera pas de problème. Ouais. Donc ça dépend aussi des besoins, c'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Ouais. Et du coup, il y a un point aussi qu'il faut parler, c'est la sécurité des données, parce que je suis sûr que les gens qui nous regardent, ils sont soit un Google Drive, soit un iCloud pour les photos, soit je ne sais quel système de drive. Et bah là, en fait, on stocke tout de chez soi, mais on a quand même l'accès à distance, donc déjà, on ne dépend pas d'un tiers pour ces données, pour sécuriser ces données. Et en plus de ça, sur un NAS, il y a plein de systèmes pour protéger ces données. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des disques durs en miroir, par exemple, pour les sauvegarder, ou en RAID, pour être sûr que, bah, quoi qu'il arrive, même si un disque dur venait à claquer dans le NAS, bah en fait les données sont encore sauvegardées sur une autre partie d'un autre disque dur. Donc ça permet de sécuriser ces données encore plus. Ouais, et puis il n'y a que le cambriolage du disque dur finalement qui ferait que tu perds tes données. Alors que si Google fait faillite, enfin, on sait jamais, ou que s'il y a une fuite de données, bah ce sera de la faute de Google, pas de la tienne, quoi. Exactement, voilà. Et même on l'a vu récemment avec OVH, il y avait les data centers qui avaient brûlé, il y avait eu des pertes de données. Bah là, sur le coup, il faudrait que ça brûle chez nous pour qu'il y ait un problème. Voilà. Sachant qu'il y a quand même des systèmes de cloud qui permettent à eux quand même de sauvegarder son NAS, et même certains à des prix bien réduits. Donc ça peut être quand même intéressant, quoi. Ouais. Et moi j'ai écrit un point, tu vas te dire, ça se trouve c'est ridicule de dire ça, c'est le bruit, et je me posais la question, il y a plein de disques durs qui sont mis côte à côte, est-ce que finalement si j'ai pas ça dans ma chambre, ça va faire un boucan pas possible? Bah déjà le bruit il va dépendre de quel type de NAS on achète, parce que plus on prend des NAS avec beaucoup de baies pour avoir des disques durs, bah plus il fera du bruit, forcément. Plus les disques sont gros, plus ça va faire du bruit. Mais dans tous les cas, un disque dur ça fait surtout du bruit quand ça travaille, donc généralement quand on est en train de dormir ou quoi, si on n'est pas en train de l'utiliser, bah ça devrait pas poser trop de problème. Alors Anto, les avantages désavantages d'un NAS, c'est parti, on reveal nos questions. Et bah déjà le coût, Anto, est-ce que ça coûte cher d'acheter un NAS? Bah l'avantage du NAS c'est que tu l'achètes une fois, c'est pas un abonnement qu'on peut le voir avec Google Drive, etc. Et du coup il y aura forcément au bout d'un moment où on sera gagnant. Maintenant il y a quand même des coûts qui sont par exemple les disques durs, qui coûtent quand même assez cher selon le nombre de téra qu'on veut mettre. Mais sinon globalement c'est comme tout, il y a de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme et même du personnalisé, parce que finalement un NAS c'est juste un PC et t'as des mecs qui récupèrent des anciens PC pour en faire des NAS et du coup à ce moment là bah, tu peux payer 0€ si tu récupères ton ancien PC pour en faire un NAS. Alors par exemple toi qui t'es installé un NAS, tu t'es parti sur quelle configuration, combien ça t'a coûté? Alors moi j'ai acheté le DS218 Plus de Synology qui est un NAS qui coûte environ 350€. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que quand on l'achète bah, il arrive vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disque dur dedans, donc il faut acheter en plus les disques durs. Donc par exemple 4 Tera de disque dur ça coûte à peu près 100€. Donc si on en met deux, bah il faut rajouter au moins 200€ au prix de son NAS. Donc toi au total là, ça t'a coûté 350 plus 400€? Plus 200€. Parce que 4 Tera c'est 100€. Ah oui d'accord. Sachant que les disques durs de NAS
sont quand même un chouille plus chers que les disques durs classiques, même si les disques durs classiques fonctionnent très bien hein, sur un NAS, mais l'avantage des disques durs de NAS, c'est qu'ils sont mieux préparés à tourner en continu et à mieux gérer les vibrations, ce qui est important quand un disque tourne 24 heures sur 24. Il y a un point qui est important quand même à souligner, c'est qu'un NAS, c'est des disques durs en réseau, mais aussi et surtout un mini PC. Il y a un processeur, il y a de la RAM, il y a un système d'exploitation dedans. Donc les marques vendent leur système d'exploitation, QNAP vend son système d'exploitation avec son NAS, Synology vend également son système d'exploitation. Et en fait ça c'est ce qui va aussi donner une énorme plus-value au NAS, c'est ce qui explique aussi un peu le prix. C'est parce que du coup tu as plein d'applications qui sont possibles. Je pense à Synology qui a par exemple Synology Photo, ça ressemble étonnamment à Google Photos avec les mêmes possibilités, c'est-à-dire qu'on a la reconnaissance de visage, on peut avoir la localisation sur une map, etc. Sauf que tout ça c'est quand même hébergé chez soi. Donc on n'a rien. Tu payes pas d'abonnement à Google Photos. On paye pas d'abonnement, on a également l'application sur son smartphone. Donc au final, en termes de ressenti par rapport à un Google Photos, c'est très très similaire. Et tu peux te donner accès à ça à plusieurs personnes ? Par exemple, si tu as ta famille, des amis. Alors, exactement, je peux leur créer des utilisateurs, comme j'aurais créé des utilisateurs pour un PC, mais par contre, je peux leur dire d'accéder que à certains fichiers. Ah, tu peux restreindre. Exactement, je peux les restreindre, je peux leur dire qu'ils peuvent que copier mais pas supprimer, ce genre de choses qui font que je m'assure qu'ils font pas non plus n'importe quoi en leur donnant accès. Tu vois. Mais si tu veux partager par exemple le dossier de photos de vacances à toute ta famille, c'est possible. Je peux totalement partager le dossier de vacances à toute la famille, et en plus de ça, on peut même économiser sur les abonnements par exemple WeTransfer, parce que grâce à l'OS du NAS, on va pouvoir par exemple sélectionner son fichier et créer un lien comme un lien WeTransfer, mais qui fait que les gens téléchargent directement depuis mon NAS. Ah oui, d'accord, donc tu passes pas par une plateforme. C'est ça, et du coup je suis pas par exemple limité à 2 Go. Je peux envoyer un lien que la personne va lancer sur son navigateur pour lui dire de télécharger les 2 Tera de vidéos que j'ai fait pendant les vacances. Ah ouais, d'accord. Moi, mon deuxième point, Anto, c'est est-ce qu'au final c'est pas compliqué tout ça? Parce que tu me dis oui, installer un NAS chez soi, on économise par rapport à la cloud, Google Drive, mais les entreprises comme Apple ou Google, eux ils le font pour toi, et au final t'as pas à installer un truc chez toi quand tu prends cet abonnement. Donc est-ce que au final c'est pas juste un truc de geek, et est-ce que moi je me dis installer un NAS chez moi ça va être plein d'emmerdes, plein de questions tech que je vais pas comprendre, enfin voilà, à quel point c'est compliqué? Honnêtement, pour les utilisations très basiques comme accéder à ses fichiers en réseau local, sauvegarder ses photos, etc., ça franchement c'est très simple. Les marques font en sorte que ça soit très suivi et tout dans les étapes. Maintenant, si on va aller sur des trucs un peu plus avancés, serveur multimédia, accès à distance, etc., en optimisant et tous les débits, là ça devient forcément un peu plus compliqué, mais honnêtement, il y a des millions de tutos sur internet et on s'en sort facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école d'informatique ou je ne sais quoi pour comprendre l'utilisation d'un NAS. Et pour les gens qui n'ont jamais touché à ça et qui voudraient s'acheter un NAS, regardez sur internet avant, parce qu'il y a énormément de tutos, on peut même taper juste simplement tous les usages possibles d'un NAS et là on en a une infinité. Moi par exemple, un usage que je peux vous donner et que j'ai écrit là, c'est la sauvegarde de ces données ou même de ces PC et ces machines de manière générale. Et du coup les constructeurs de NAS font en sorte qu'on puisse avoir des applications qui nous permettent de sauvegarder nos données de nos machines, que ce soit notre PC, notre Mac, etc., directement sur le NAS. Comme ça, si demain notre PC il lâche ou notre Mac il lâche, on a une sauvegarde exacte, une copie exacte de notre machine et on pourra la recopier sur la nouvelle qu'on aura achetée. Pratique. Et il y a un usage aussi qui peut nous faire économiser énormément d'argent, c'est la sécurité, mais surtout la partie surveillance avec des caméras, etc. Parce que l'avantage du NAS, et c'est beaucoup utilisé pour ça aussi, vu que tout se passe en réseau local, on peut installer des caméras IP n'importe où chez soi, qui sont reliées à notre réseau, et du coup récupérer les flux de caméras directement sur notre NAS et les enregistrer en direct. Ah, et ça c'est le genre de truc que tu passes sous abonnement, quoi qu'il arrive, pour pouvoir faire ça. C'est des trucs, si t'étais passé par Verisure ou quoi, t'en aurais eu pour 2000 balles. Alors que eux, ils ont un NAS chez eux pour faire la même chose. Exactement, et c'est surtout que une caméra IP, honnêtement, on en trouve dès 30 €. Ouais. Et un NAS, tu vois, ça coûte, tu peux en avoir dès 200 €. Donc le calcul est vite fait, on peut même rentabiliser, si on veut acheter son NAS dans cet usage-là, on peut vraiment le rentabiliser en même pas un an. Ouais. Et mon dernier point qui je pense est important, c'est la création d'un écosystème dont le cœur est justement le NAS. Je pense à par exemple un serveur multimédia, tous les fichiers qu'on va mettre par exemple vidéo sur notre NAS, ils vont être accessibles partout, c'est-à-dire que si on a plusieurs télés avec une Apple TV, un Chromecast, etc., en fait tous nos fichiers sont accessibles sur absolument toutes nos télés. Et si vous êtes bidouilleur, il y a aussi énormément de possibilités sur la domotique. Je pense, pour revenir sur mon point de sécurité, à rendre mes caméras de surveillance compatible HomeKit ou rendre par exemple un aspirateur robot Xiaomi compatible HomeKit, tout ça c'est possible grâce à HomeBridge, à Home Assistant, qui sont des applications qui vont nous permettre de gérer
directement toute notre domotique et la centraliser sur notre NAS pour la récupérer après sur nos appareils, donc notre smartphone, etc. Et moi, ça m'amène justement sur mon dernier point, c'est comment ça vieillit sur le long terme, et puis surtout, la consommation électrique. Est-ce que c'est pas juste énorme, parce que c'est un peu comme un frigo qu'on laisse brancher, le truc qui tourne constamment, et puis l'obsolescence, parce que c'est des disques durs, ça peut mourir à tout moment. Toi, ça t'est déjà arrivé, comment ça s'est passé pour toi, ça fait quand même plusieurs années que tu en as un? Évidemment, comme toute machine électronique, ça peut lâcher demain, Ah surtout les disques durs, mais globalement, moi tu vois, le mien il date d'il y a un moment et ils ont jamais lâché jusque là. Et puis même, comme je te le disais au début, on a le système de sauvegarde entre les disques durs qui fait que si demain un de nos disques durs il va lâcher, je pourrais le remplacer et toutes les données sont encore dispo sur les autres disques durs, qui fait que finalement, même quand un disque dur lâche, c'est ok. Pas bien grave. Et t'as même des systèmes RAID, t'as 2 disques durs qui lâchent, ça reste ok, tu vois. Ok. Donc en fait, c'est totalement sauvegardé, c'est fait pour ça. Et globalement, sur le long terme, c'est quand même assez safe. Et du coup, mes deux autres petites questions. Niveau coût d'électricité, est-ce que tu as calculé à peu près à combien ça revenait à l'année? De manière générale, le mien, par exemple, il consomme 16 watts. Ouais. Donc ça me fait à peu près une trentaine d'euros à l'année en termes de consommation électrique. Donc c'est plutôt ok. Par contre, c'est vrai qu'il y a des NAS qui sont beaucoup plus performants. Donc qui dit beaucoup plus performant, on dit aussi beaucoup plus gourmand en termes de consommation. Si on a des NAS où on veut faire du transcodage et tout pour notre serveur multimédia, là, ça peut monter jusqu'à 200 watts et la facture d'électricité, elle explose. C'est pas la même. Ouais. Et niveau entretien, du coup, est-ce que le NAS, tu dois lui enlever la poussière, faire gaffe à des choses comme ça? C'est comme toute machine qui a des ventilos, globalement, ça chope un peu la poussière, mais il suffit de la nettoyer régulièrement et penser à faire ses mises à jour de ses paquets, et globalement... Y'a pas de souci. Ça tourne tout seul, quoi. Ça bouge pas. Bon, Anto, je pense qu'on a tout dit, non, sur le sujet du NAS? En vrai, on a effleuré les bases de ce qu'est un NAS, mais il y a encore tellement d'usages possibles. Je pense à créer des serveurs de jeux, à créer des machines virtuelles, et même faire du cloud computing directement sur son NAS. Tout ça, c'est possible grâce à un NAS, justement. Et si jamais vous voulez qu'on en parle dans une autre vidéo, n'hésitez pas. Dites-le nous dans les commentaires. En tout cas, merci Anthony, ça m'a fait plaisir que tu nous partages ton savoir. On se retrouve sur Discord pour discuter de tout ça. On met le lien dans la description. Et puis ici en live Twitch, tous les jours, c'est Anthony qui s'en occupe d'ailleurs des live Twitch. Et tous les jours, on sera là pour répondre à vos questions sur nos lives. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Unlock. C'est une émission où on décrypte les actualités tech. C'est tous les jeudis à 17h. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On vous laisse avec Anthony. Vive la tech, vive les NAS et vive la vie. Ciao. J'avais pas mieux à dire.